Je m'appelle Ryan. J'ai 28 ans et, le jour de Thanksgiving, mon propre père m'a crié dessus, me disant que payer ses factures depuis 3 ans ne faisait pas de moi un membre de la famille. Avant de vous parler de l'appel téléphonique qui a révélé un secret qui a tout détruit, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé un mardi, un après-midi d'automne parfaitement normal et vif à Boston. De mon bureau au 34e étage de la Beacon Financial Tower, je pouvais voir la Charles River scintiller sous le soleil d'automne, un ruban d'argent traversant la ville. Je venais de sortir de la salle de conférence au mur de verre après une réunion avec ma patronne, Jennifer, et les directeurs régionaux. Au cours des 2 derniers mois, j'avais dirigé un projet d'analyse des risques sur les marchés émergents de l'énergie verte, un portefeuille à enjeux élevés que tout le monde était trop prudent pour aborder. J'avais vécu et respiré ce projet. Mon rapport était la raison pour laquelle l'entreprise était sur le point d'investir 100 millions de dollars. Jennifer m'a suivi jusqu'à son bureau. Elle n'était pas seulement une patronne, elle était un mentor, une femme intelligente et juste qui avait vu du potentiel en moi quand j'étais juste un gamin nerveux, fraîchement sorti de l'université. Elle a fermé la porte, un geste rare, et s'est appuyée contre son bureau en acajou, un sourire sincère et spontané sur le visage. Le conseil d'administration n'a pas seulement aimé vos projections, Ryan, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse de sincérité, ils ont été époustouflés. Vous avez vu un angle que personne d'autre n'a vu. La promotion est officielle, à compter d'aujourd'hui. Félicitations. Vous n'avez pas seulement mérité cela, vous avez redéfini le poste. Une vague de soulagement, si puissante qu'elle ressemblait à une force physique, m'a envahi. Pendant 5 ans, j'avais investi chaque once de mon être dans ce travail, les nuits tardives alimentées par du café rassis, les projets annulés avec des amis, les week-ends passés à regarder des feuilles de calcul jusqu'à ce que les chiffres se transforment en art abstrait. Et maintenant, enfin, cela avait porté ses fruits. Ce n'était pas juste une augmentation de titre à analyste principal, c'était une augmentation de salaire qui changeait la vie. C'était l'argent qui me permettrait enfin d'échapper au cycle de la location. C'était l'argent où je peux enfin acheter mon propre logement, une maison, quelque chose qui m'appartienne vraiment. La première personne que j'ai appelée était mon meilleur ami, Ethan. Nous avions été colocataires à Harvard, entassés dans une minuscule chambre de dortoir, alimentée par l'ambition et la pizza bon marché. Il connaissait l'histoire de ma famille mieux que quiconque. Vous parlez maintenant au tout nouvel, et sans doute le plus brillant, analyste principal de Beacon Financial, ai-je dit, le sourire dans ma voix impossible à cacher. Tu rigoles. La voix d'Ethan a retenti au téléphone. Mec, c'est incroyable. Je savais que tu en étais capable. On fête ça ce soir. Je réserve au Capital Grille, au dernier étage, c'est ma tournée. Je peux me le permettre maintenant. J'ai ri, et les mots ont sonné comme une libération. Pour la première fois, cela semblait tout à fait réel. Pendant qu'il parlait, j'avais déjà affiché un site web immobilier sur mon 2e écran, mes yeux scannant les annonces de condos d'une chambre à Brooklyn. J'en avais un en signé depuis des semaines. Il était au 3e étage d'un immeuble en grès brun classique, avec un petit balcon en fer donnant sur une rue calme et bordée d'arbres. Je pouvais déjà m'imaginer là-bas un soir d'été, une bière fraîche à la main, un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis mon enfance. C'était mon rêve. Alors que j'aménageais mentalement les meubles dans ce condo de rêve, mon téléphone a vibré avec un autre appel. L'écran affichait maman. Mon estomac s'est instantanément noué en un nœud serré et familier. C'était un réflexe involontaire perfectionné par des années de pratique. Salut, maman, ai-je dit, forçant une légèreté dans ma voix que je ne ressentais pas. Ryan, mon chéri, a-t-elle commencé, sa voix un mélange soigneusement construit de douceur et de fragilité. C'était sa voix j'ai besoin de quelque chose, un son aussi spécifique et redouté qu'une sirène dans la nuit. Je suis tellement désolé de te déranger au travail. Je sais à quel point tu es occupé, mais nous avons eu une petite urgence. Avec un lourd soupir, j'ai fermé l'onglet immobilier. L'image du balcon ensoleillé a disparu. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, ma propre voix me paraissant lointaine à mes oreilles. Oh, c'est encore la voiture de ton père. La transmission. Le mécanicien dit qu'elle est complètement HS. Il nous a fait un devis d'au moins $900 pour la réparer, et avec la taxe foncière qui arrive la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire. Elle a laissé échapper un soupir doux et théâtral, un chef-d'œuvre de culpabilité maternelle conçu pour un effet maximal. $900.
C'était comme un membre fantôme, une douleur d'une partie de moi que j'essayais d'abandonner. J'ai jeté un coup d'œil à la lettre de promotion sur mon bureau. La prime à elle seule couvrirait la somme 10 fois, mais ce n'était pas la question. Chaque fois que je faisais un pas en avant, une main se tendait depuis mon passé, non pas pour me féliciter, mais pour me ramener dans le trou avec eux. Je m'en occupe, maman, ai-je dit, les mots ayant le goût de la défaite. Envoie-moi juste les coordonnées du mécanicien par SMS. Oh, merci, mon chéri. Tu es notre sauveur. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre, mais la vue magnifique me semblait maintenant être une vitre me séparant d'une vie que je pouvais voir mais que je ne pouvais jamais toucher. Je me souvenais de l'appel téléphonique d'il y a 3 ans avec une clarté parfaite. Mon père, Harold, sa voix, pour une fois, ne grondant pas de critiques, mais vidée par la défaite. Il avait été licencié de l'usine de fabrication après 20 ans. À 58 ans, sans diplôme et dans une industrie en déclin, ses perspectives étaient nulles. Le travail à temps partiel de ma mère à la bibliothèque couvrait à peine l'essence et l'épicerie. Ne t'inquiète pas, papa, avais-je dit alors, 25 ans et si naïf, si désespérément avide d'un seul mot d'approbation, je m'occupe de ça. Je paierai l'hypothèque, juste jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de nouveau. Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau était devenu un état permanent. Cela s'était transformé en 3 ans de paiement hypothécaire de $1800 prélevés automatiquement sur mon compte le premier de chaque mois, 3 ans de couverture des services publics, de l'assurance automobile et d'un flot incessant de petites urgences qui survenaient avec une régularité suspecte. J'avais fait le calcul une fois et je l'avais immédiatement regretté. Plus de $32 000. C'était le prix exact de l'acompte sur le condo de Brooklyn, un acompte sur une vie que je n'avais pas encore le droit d'avoir. J'ai rappelé Ethan. Annule la réservation, ai-je dit, ma voix plate et morte. Il n'a pas eu besoin de demander pourquoi. Il a soupiré, un son de profonde frustration pour moi. Encore une urgence? La transmission de la voiture cette fois? Ryan, allez, mec. Il y a toujours quelque chose. Quand vas-tu réaliser qu'ils ne s'arrêteront jamais? Tu ne les aides pas, tu les encourages. Ce sont des adultes. C'est compliqué, Ethan, ai-je dit, la même excuse faible que j'utilisais toujours. Non, ça ne l'est pas, a-t-il rétorqué, sa voix aiguë d'inquiétude. Tu es leur plan de retraite, pas leur fils. Il y a une différence. Ces mots piquaient avec l'honnêteté terrible que seul un vrai ami peut offrir. Mais il y avait la partie têtue et stupide de moi, un besoin profondément enraciné qui murmurait que peut-être je n'en avais pas encore fait assez, qu'un grand geste pourrait enfin réparer la dynamique brisée, pourrait enfin me valoir l'amour et le respect que mon jeune frère, Jason, recevait simplement en existant. C'est alors que l'idée désastreuse a pris racine. C'était idiot, la logique d'un enfant dans un corps d'homme, mais à ce moment-là, cela ressemblait à une brillante manœuvre finale. Je vais organiser Thanksgiving cette année, ai-je annoncé à Ethan, les mots sortant avant que je ne puisse les arrêter. Il y a eu un long et lourd silence à l'autre bout de la ligne. Mec, a-t-il dit finalement, tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu te souviens de ce qui s'est passé à Noël dernier? Ce sera différent, ai-je insisté, une nouvelle vague de faux espoirs m'envahissant, noyant la voix de la raison. Je vais tout cuisiner, le repas parfait. Je vais les faire entrer dans mon monde, leur montrer ce que j'ai construit ici, ma maison, ma vie. Ils devront me voir alors. Ils devront être fiers de moi. J'ai raccroché le téléphone, ignorant délibérément le soupir d'inquiétude profonde d'Ethan. J'allais créer un Thanksgiving si parfait, si débordant de chaleur et de succès, que ma famille n'aurait d'autre choix que de enfin me voir, de enfin m'apprécier. Cette fois, me suis-je dit en fermant à clé la porte de mon bureau pour la nuit, les lumières de la ville commençant à scintiller en contrebas, cette fois sera différente. C'était différent, c'est sûr. C'était le début de la fin, et je marchais droit dans le feu, portant un seau d'essence. Partie 2, la tempête de Thanksgiving. La semaine précédant Thanksgiving a été une campagne militaire méticuleusement planifiée. Mon objectif, vaincre l'indifférence de ma famille par une force culinaire écrasante. Je ne faisais pas que cuisiner un repas, je concevais une expérience. Je construisais un monument à ma réussite, une forteresse contre la désapprobation de mon père tout au long de ma vie. J'ai passé des heures en ligne, non seulement à regarder des recettes, mais aussi à étudier la science qui les sous-tend. J'ai appris la réaction de Maillard pour faire dorer la dinde,
le rôle de la pectine dans la sauce au canneberge et l'importance du beurre froid pour une croûte de tarte feuilletée. Ce n'était pas seulement de la cuisine, c'était une application désespérée de la même rigueur analytique que j'appliquais au travail. Je suis allé à l'épicerie haut de gamme de Beacon Hill, celle que j'évitais habituellement, et j'ai dépensé $350 sans sourciller. J'ai acheté une dinde biologique de 16 livres élevée en liberté. J'ai acheté de la sauge, du thym et du romarin frais au lieu de la poussière séchée dans des bocaux. J'ai acheté du vrai sirop d'érable pour les patates douces et du gruyère importé pour le gratin de pommes de terre. Mon appartement, habituellement un studio de célibataire minimaliste et stérile, s'est lentement transformé. Il était rempli du parfum de la cannelle, de la muscade, de l'ail rôti et d'un espoir désespéré et croissant. Le matin de Thanksgiving, je me suis levé à 5 heures du matin, mon tablier noué, une chronologie détaillée étalée sur le comptoir. La dinde marinait dans un bain d'eau salée et d'herbe, la pâte à tarte refroidissait. Je me suis déplacé avec une énergie concentrée et nerveuse. Tout devait être parfait. Au moment où le premier invité devait arriver à 14 heures, ma mission était accomplie. La dinde reposait, sa peau d'un brun doré profond parfait. Les accompagnements étaient disposés sur le comptoir, fumants et parfumés. Les 2 tartes, l'une classique à la citrouille, l'autre aux pommes à la hollandaise avec une garniture crumble, toutes 2 entièrement faites à la main, refroidissaient sur une grille près de la fenêtre. Mon appartement ressemblait à un reportage photo pour un magazine de style de vie. C'était chaleureux, invitant et ça sentait tous les souvenirs de famille heureux que j'avais toujours souhaité avoir. Ma mère, Linda, est arrivée la première, à l'heure. J'ai ouvert la porte avec un large sourire sincère, prêt à recevoir la première vague d'éloges. Elle est entrée, ses yeux faisant un scan rapide et critique de mon salon. Son propre sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. Elle tenait une tarte à la citrouille bon marché produite en masse dans une fine boîte en aluminium du supermarché. J'ai apporté le dessert, a-t-elle annoncé avec une luminosité forcée, comme si elle n'avait pas vu les 2 belles tartes faites maison clairement visibles sur la grille de refroidissement. Mon propre sourire s'est crispé sur les bords. Merci, maman, ai-je dit, prenant la tarte d'apparence triste de ses mains. J'en ai fait 2, mais bon, il y en a toujours plus. Je l'ai placée à l'extrémité du comptoir, un cousin triste et pâle de mes propres créations. Elle est entrée dans ma salle à manger, où j'avais dressé la table avec mes plus belles assiettes, celle avec la fine bordure dorée que j'avais achetée pour les occasions spéciales. Elle a passé un doigt sur le bord de l'une d'elles. Oh, a-t-elle dit, sa voix teintée de ce ton de désapprobation doux et familier qu'elle avait perfectionné, tu as utilisé ces assiettes, les belles? Es-tu sûr de pouvoir les mettre au lave-vaisselle, Ryan? L'or pourrait s'enlever. Ça va, maman. C'est une occasion spéciale. Je vais les laver à la main. Elle n'avait pas fini. Elle s'est promenée dans la cuisine, regardant la magnifique dinde reposant sur la planche à découper. Es-tu sûr qu'elle est cuite jusqu'au bout? Elle n'a pas l'air aussi brune que la mienne d'habitude. Tu as utilisé un thermomètre à viande, n'est-ce pas? Avant que je puisse formuler une réponse polie, la sonnette a retenti, me sauvant. C'était mon jeune frère, Jason, et sa nouvelle petite amie, Megan. Jason, l'enfant chéri, le quart arrière vedette, le favori sans effort, est entré avec un sourire charmant plaqué sur son visage, les mains dans les poches. Il n'avait rien apporté. À entendre mes parents parler de son travail de vendeur d'équipements de sport à Chicago, on croirait qu'il conseillait personnellement le commissaire de la NFL. Megan, en revanche, avait l'air gentille et un peu nerveuse, clairement intimidée par la famille qu'elle rencontrait. Elle m'a remis un bouquet de fleurs d'automne. Merci beaucoup de nous recevoir, Ryan. Ton appartement est magnifique, et il y a une odeur absolument incroyable. Merci, Megan. Je suis vraiment content que tu aies pu venir, ai-je dit, et ma gratitude pour sa simple courtoisie humaine était immense. Ma mère s'est immédiatement précipitée, me contournant complètement, ainsi que Megan, pour serrer Jason dans une étreinte théâtrale. Jason, mon chéri, tu es si beau. Chicago doit bien te traiter. Raconte-moi tout. Elle a à peine jeté un coup d'œil à Megan ou aux fleurs que je tenais maintenant maladroitement. Enfin, mon père, Harold, est arrivé. C'était un grand homme, et il remplissait l'encadrement de la porte. Il tenait un pack de 6 bières blondes bon marché de marque générique. J'avais spécifiquement acheté une caisse d'une IPA artisanale houblonnée et chère que je savais que Jason adorait, et elle refroidissait dans le réfrigérateur.
Mon père l'a vu quand il a ouvert la porte du réfrigérateur pour y fourrer sa propre bière. Il a juste grogné, un son de rejet suprême qu'il avait perfectionné pendant 28 ans en étant mon père. Nous nous sommes tous assis pour manger. La table était chargée de nourriture, un témoignage vibrant et fumant de mes jours d'efforts. J'ai ressenti une petite étincelle de fierté fragile en apportant la dinde à la table. Mon père s'est éclairci la gorge pour dire la grâce. Seigneur, a-t-il commencé, sa voix grave remplissant la pièce, nous te remercions pour cette nourriture et d'avoir réuni notre famille sous un même toit. Et nous te remercions particulièrement d'avoir béni notre fils Jason avec son succès continu dans son travail et pour sa force et son caractère. Qu'il continue à nous rendre fiers. Amen. L'omission était si flagrante que c'était comme un coup physique. Pas un mot sur moi, pas un mot sur ma maison, mon hospitalité, mes efforts. C'était comme si la nourriture s'était matérialisée spontanément à partir de rien, un cadeau de Dieu destiné uniquement à Jason. J'ai commencé à passer les plats, le silence à la table épais et maladroit. Megan, l'étrangère, a été la première à essayer de le briser. Ryan, cette farce est absolument incroyable, a-t-elle dit, sa voix brillante et sincère. Tu dois me donner la recette. Il a probablement juste utilisé un mélange en boîte, ma chère, a renchéri ma mère avec un petit rire qui n'atteignait pas ses yeux. Ryan n'a jamais été du genre à faire de la cuisine complexe. Un flot de colère, vif et familier, a rampé dans mon cou. Non, maman, je l'ai faite à partir de rien. Pain au levain, saucisses, sauge fraîche. La conversation, menée par mon père, s'est immédiatement tournée vers le travail de Jason. Mon père l'a bombardé de questions sur les chiffres de vente, les dîners avec les clients et les chèques de commission, ses yeux brillants d'une fierté par procuration qu'il ne m'avait jamais montré une seule fois. Quand ils se sont finalement tournés vers moi, c'était seulement pour rejeter ma propre carrière durement gagnée. Alors, tu fais toujours ce truc de chiffres sur l'ordinateur, a demandé mon père, agitant sa fourchette avec dédain comme s'il chassait une mouche. Je suis analyste financier principal, papa, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Je viens d'obtenir une grosse promotion la semaine dernière. Je dirige un nouveau portefeuille d'énergie verte pour l'entreprise. Il a grogné, peu impressionné. Eh bien, assure-toi d'économiser ton argent. Ce n'est pas comme si tu construisais quelque chose de réel, pas comme ton frère. Jason vendait des ballons de football et des maillots. Je gérais des portefeuilles d'investissement de plusieurs millions de dollars qui aidaient à construire de véritables infrastructures d'énergie verte. L'ironie était si stupéfiante que c'en était presque drôle. La goutte d'eau, celle qui a brisé le dos de mon endurance de toute une vie, est arrivée lorsque mon père, enhardi par sa 3e bière bon marché, a décidé de soulever le seul sujet que j'avais prié qu'il évite. En parlant d'argent, a-t-il dit, sa voix un peu trop forte, attirant l'attention de tout le monde, j'espère que tu ne te plains pas à tes amis chics de devoir aider ton vieil homme. C'est le devoir d'un fils de prendre soin de ses parents. C'est ce que fait la famille. Ma fourchette a claqué sur mon assiette. Je l'ai regardé fixement, mon sang se refroidissant. Pendant 3 ans, je n'avais jamais mentionné l'argent à qui que ce soit. Je ne l'avais jamais brandi au-dessus de leur tête. J'avais payé chaque facture en silence, espérant que mes actions, mon sacrifice, parleraient d'eux-mêmes. Je ne me suis jamais plaint, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. J'étais heureux d'aider. Heureux d'aider. Il a ricané, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Il me semble que tu penses avoir acheté une place à cette table. On dirait que tu penses que ton argent te rend important. C'était ça. Le point culminant d'une vie passée à être le second, à être le distributeur automatique pratique, à être le fils qui était utile mais jamais chéri. Je pouvais voir Jason se déplacer inconfortablement sur son siège, son regard fixé sur son assiette. Même lui savait que c'était une ligne à ne pas franchir. Megan avait l'air horrifiée, ses yeux grands ouverts alors qu'elle regardait nerveusement entre moi et mon père. Ma mère, sentant le changement dans la pièce, s'est immédiatement lancée pour renforcer son mari, comme elle le faisait toujours. Ryan, ton père ne voulait pas dire ça comme ça, dit-elle d'un ton apaisant. Tu es juste si sensible à ces choses. Tu l'as toujours été. Et puis mon père se leva, sa chaise raclant bruyamment sur le sol. Son visage était rougeoyant de colère et de bière bon marché. Il pointa un doigt tremblant et accusateur vers moi, sa voix résonnant dans mon petit appartement, faisant vibrer les assiettes mêmes que j'avais choisies avec tant de soin. Sors, rugit-il. Je me contentais de le regarder, déconcerté.
Papa, c'est mon appartement. Je m'en fous. Tu viens ici avec ton appartement chic et ton diplôme prestigieux de Harvard et tu nous regardes de haut. Eh bien, sors. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Les mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. Une vie à essayer, une vie à espérer, une vie à avaler silencieusement ma fierté, tout s'est brisé en une seule phrase brutale. Puis ma mère, la manipulatrice silencieuse, porta le coup de grâce. Elle se pencha vers moi à travers la table, sa voix un murmure venimeux qui était d'une certaine manière plus fort et plus perçant que les cris de mon père. Tu es juste jaloux de ton frère, siffla-t-elle, les yeux froids et durs. Il sait comment faire partie de cette famille sans tout transformer en transaction commerciale. Et à cet instant, quelque chose à l'intérieur de moi ne s'est pas seulement brisé, cela s'est vaporisé. Le petit garçon nécessiteux qui vivait à l'intérieur de l'homme de 28 ans, le garçon qui avait passé toute sa vie à essayer d'obtenir une tape sur la tête de son père, il est tout simplement mort. Il s'est transformé en poussière et s'est envolé. À sa place, il y avait un calme froid et tranquille, une paix absolue et terrifiante. Je me suis levé lentement, mes mouvements fluides et délibérés. J'ai regardé le visage furieux et bouffi de mon père. J'ai regardé le sourire narquois et triomphant de ma mère. Et j'ai regardé la lâcheté conflictuelle de mon frère. Et pour la première fois de ma vie, je ne ressentais ni blessure ni colère. Je ne ressentais rien du tout. Je me sentais libre. J'ai souri, un sourire réel, authentique et serein. Vous avez raison, dis-je, ma voix parfaitement égale, le son de celle-ci me surprenant même moi-même. Ne faisons plus de cela une transaction. Je tournai mon regard calme vers Jason. L'hypothèque est de $1800 par mois. Les services publics, l'assurance automobile et les dépenses diverses représentent en moyenne environ $900. Cela fait $32 400 par an. Puisque tu sais comment faire réellement partie de cette famille, je suis sûr que tu n'auras aucun problème à prendre en charge ces paiements. Considère cela comme une promotion. Le parrainage de la banque de Ryan est officiellement terminé, avec effet immédiat. Le silence qui suivit fut absolu, un vide parfait. La mâchoire de mon père, qui était restée pendante, se referma brusquement. Le visage de ma mère passa du sourire narquois au pâle, puis à l'horreur en l'espace de 3 secondes. Jason avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, tout l'air s'échappant de lui. Sortez de mon appartement, dis-je, ma voix n'étant plus calme, mais remplie d'une autorité glaçante qu'il ne m'avait jamais entendue auparavant. Vous tous. Maintenant, ils se levèrent en se bousculant, un balai maladroit et paniqué de choc et d'indignation. Mon père murmura quelque chose d'incohérent à voix basse. Ma mère attrapa son sac à main, refusant de croiser mon regard. Jason se contenta de me regarder, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, tandis qu'il sortait de la porte dans un nuage de disgrâce. Une seule personne s'arrêta. Megan se retourna, les yeux pleins d'une sympathie qui me semblait plus réelle et plus précieuse que tout l'amour que ma famille m'avait jamais montré. Je suis tellement désolée, Ryan, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Pour ce que ça vaut, tu mérites tellement mieux que ça. Puis elle s'en alla. La porte se claqua, plongeant la pièce dans le silence. J'étais seul dans l'épave de mon festin de Thanksgiving. La riche odeur de dinde rôtie et de rêves brisés flottait lourdement dans l'air. Je suis resté là pendant longtemps, juste à écouter le silence. C'était le son le plus fort et le plus beau que j'ai jamais entendu. Troisième partie, la campagne de libération. Pendant quelques longues minutes, je n'ai pas bougé. Je suis resté au milieu de mon salon, à contempler la scène du désastre. Les assiettes à moitié mangées de nourriture parfaitement cuisinée ressemblaient maintenant à des ordures, les verres à vin abandonnés, la tarte achetée en magasin assise dans un isolement honteux, la bouteille de bière bon marché à moitié vide de mon père se dressant comme une pierre tombale bon marché sur mon comptoir en granit. Cela aurait dû paraître tragique. J'aurais dû ressentir une vague de solitude accablante, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, un sentiment étrange et puissant de clarté m'a envahi. C'était le calme glaçant et parfumé à l'ozone qui suit un coup de foudre. La tempête était enfin, définitivement passée, et j'étais toujours debout. Le château de cartes que j'essayais de maintenir depuis des années s'était effondré, et j'étais soulagé. Je n'ai pas conduit sans but dans la nuit. Je n'ai pas frappé un mur. Le Ryan émotif et nécessiteux qui désirait si désespérément leur approbation était parti, mort sur le sol de sa propre salle à manger. À sa place, il y avait Ryan Morgan, analyste financier principal,
un homme qui résolvait des problèmes complexes de plusieurs millions de dollars pour gagner sa vie, et c'était juste le problème le plus important, le plus personnel et le plus important qu'il ait jamais eu à résoudre. Mon premier appel n'a pas été à Ethan pour me défouler et rechercher une validation. Mon premier appel a été à mon avocat, Michael Stevens. Il était 20h le soir de Thanksgiving, mais je savais, pour avoir travaillé avec lui sur quelques petites questions d'investissement, qu'il était le genre d'avocat qui était toujours actif, toujours connecté. Michael, c'est Ryan Morgan. Je vous prie de m'excuser d'appeler pendant un jour férié. Pas de problème du tout, Ryan. Tout va bien, sa voix était tranchante, professionnelle, coupant instantanément le brouillard émotionnel. J'ai besoin de programmer une réunion urgente, à la première heure demain matin. Il s'agit d'une séparation financière complète et immédiate de mes parents. Il y eut une brève pause professionnelle à l'autre bout du fil. Compris, dit-il, sa voix dépourvue de jugement ou de surprise. Il avait tout vu. Mon bureau, 9 heures? Cela vous convient-il? Parfait, dis-je. Je serai là. Après avoir raccroché, j'ai contourné le champ de bataille du salon et je suis allé directement à mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Cette guerre n'allait pas se faire avec des échanges de cris ou des appels téléphoniques larmoyants et manipulateurs. Elle allait être gagnée avec des clics, des emails et des appels téléphoniques documentés, tous exécutés avec une précision chirurgicale et impassible. C'était ma campagne de libération, et j'en étais le seul général. Ma première cible était l'hypothèque. C'était la plus grosse chaîne, le plus lourd des fers. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne, mes doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. J'ai navigué jusqu'à la section des paiements automatiques, j'ai trouvé le paiement récurrent de 1800 $ à leur société de crédit hypothécaire, et j'ai laissé planer ma souris sur le bouton d'annulation. Une fenêtre contextuelle est apparue, un dernier point de contrôle du monde numérique, êtes-vous sûr de vouloir annuler le paiement programmé? J'ai cliqué sur confirmer avec une satisfaction si profonde et intense qu'elle était presque primale. J'ai senti un poids physique se soulever de mes épaules, un fer brisé. Ensuite, les services publics. J'avais un fichier numérique sécurisé avec tous les numéros de compte et les informations de connexion pour leurs services d'électricité, d'eau et de gaz. Je les avais tous mis en place il y a des années. Un par un, je suis allé sur le portail client de chaque site web. Il s'agissait de systèmes plus conviviaux, conçus pour la commodité des clients. Ils avaient des options telles que me retirer en tant que payeur autorisé ou cesser de gérer ce compte. Cliquez. Confirmer. Cliquez. Confirmer. Cliquez. Confirmer. 3 autres faire partie, vaporisés dans l'éther d'Internet. L'assurance automobile, l'offre groupée de câbles et d'Internet, la petite allocation mensuelle que j'envoyais directement à ma mère pour faire les courses, et que je soupçonnais maintenant d'être pour autre chose, un par un, j'ai localisé et démantelé tout l'échafaudage financier qui soutenait leur vie depuis 3 ans. Chaque annulation ressemblait à une profonde respiration de purification d'oxygène pur et froid. Je reprenais possession de ma vie, un mot de passe et une transaction sécurisée à la fois. Alors que je m'effaçais systématiquement de leur vie financière, mon téléphone, qui était resté silencieux, a commencé à vibrer. C'était un SMS de ma mère, je n'arrive pas à croire que tu aies osé parler à ton père comme ça. Il est très bouleversé, et son cœur n'est pas solide, tu le sais. J'ai lu le SMS, j'ai ressenti la piqûre familière de la manipulation, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué son numéro. Pas seulement mis en sourdine, bloqué. Une icône rouge est apparue à côté de son nom. C'était étrangement satisfaisant. Puis un SMS de Jason, mec, c'était quoi ça? Tu ne peux pas être sérieux. Appelle-moi. Bloqué. Il pouvait se débrouiller tout seul maintenant. J'ai passé l'heure suivante à agir comme mon propre assistant juridique. J'ai rassemblé tous les documents que j'ai pu trouver concernant les paiements que j'avais effectués. J'ai téléchargé 3 ans de relevés bancaires et, en utilisant les compétences de mon travail, j'ai créé une nouvelle feuille de calcul. J'ai surligné et classé chaque transaction qui leur était destinée. J'ai cherché dans mes archives de mettre tous les messages de ma mère ou de mon père qui mentionnaient de l'argent, en les enregistrant au format PDF. La voiture a besoin de nouveaux pneus, mon chéri, le toit fuit à nouveau, un petit supplément pour l'anniversaire de ton père serait si gentil. Les données étaient mon arme, et j'étais en train de construire un arsenal inattaquable. J'ai tout enregistré dans un dossier cloud sécurisé et j'ai partagé le lien d'accès avec Michael. À minuit,
j'avais terminé. Les liens financiers étaient complètement et irrévocablement rompus. Le silence dans mon appartement n'était plus oppressant. Il était paisible. Je me suis reconnecté à mon propre compte bancaire et j'ai examiné mes prévisions financières personnelles pour le mois suivant. Le solde disponible prévu était de $2700 supérieur à ce qu'il était ce matin-là. C'était mon argent, tout mon argent. Pour la première fois depuis 3 ans, je travaillais pour moi-même. Je suis sorti sur mon petit balcon, l'air froid de novembre me frappant au visage, et j'ai senti, pour la première fois, que je pouvais réellement respirer. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau élégant et minimaliste de Michael à 8h45, tenant un café chaud dans une main et un dossier épais de documents dans l'autre. Michael avait la quarantaine, avec une attitude calme et rassurante qui cachait un esprit juridique acéré comme un rasoir. Il a écouté patiemment, sans interruption, pendant que je racontais les événements de la nuit précédente. J'ai gardé une voix ferme et factuelle, présentant le récit comme une séquence d'événements, et non comme une litanie de plaintes. Quand j'ai eu fini, il s'est appuyé contre son fauteuil en cuir coûteux et a joint ses doigts en une flèche. D'accord, dit-il d'une voix réfléchie, d'un point de vue juridique, c'est simple. Puisqu'il n'y avait pas de contrat écrit ou de billet à ordre, vous n'avez aucune obligation légale de continuer ces paiements. Aux yeux de la loi, vous leur faisiez un cadeau, et vous avez parfaitement le droit de cesser de faire des cadeaux à tout moment, pour n'importe quelle raison. C'est ce que je supposais, dis-je. Je veux juste m'assurer que je suis protégé de toute représaille. C'est alors que l'expression de Michael est devenue sérieuse, son front se fronçant. C'est la façon intelligente de penser. Voici la seule chose à laquelle vous devez vous préparer, Ryan. C'est une tactique ignoble et cynique, mais j'ai vu cela arriver dans des cas comme celui-ci. Il pourrait essayer de prétendre que vous commettez des abus financiers envers des personnes âgées. Je l'ai regardé fixement, mon esprit luttant pour assimiler l'absurdité. Quoi? En ne leur donnant pas d'argent? Précisément, dit-il en hochant la tête. En retirant le soutien financier sur lequel ils avaient fini par compter. Leur avocat, et ils en auront un, probablement un pro bono qui cherche à se faire un nom, le présentera comme une promesse que vous avez faite, un contrat implicite. Ils diront que vous les avez intentionnellement manipulés dans une position de dépendance absolue, puis que vous leur avez malicieusement retiré le tapis sous les pieds, les laissant démunis. C'est généralement une allégation sans fondement, mais cela peut devenir très compliqué, très public et très coûteux à défendre. Une crainte froide a coulé le long de ma colonne vertébrale, une peur que je n'avais pas anticipée. Alors, que faisons-nous? Nous prenons les devants, dit Michael, sa voix ferme et confiante. Nous passons à l'offensive. Juridiquement parlant, nous devons construire un dossier qui prouve que votre décision de les abandonner n'était pas malveillante, mais une réponse raisonnable et nécessaire à une situation intenable. Plus que cela, nous devons mener un audit complet et professionnel de l'endroit où chaque dollar de votre argent est réellement allé. Nous devons comptabiliser chaque centime. S'il y a quelque chose d'inhabituel, quelque chose sur lequel ils n'ont pas été transparents, cela discréditera complètement leurs allégations potentielles et renforcera immensément votre position. Il avait raison. Il ne s'agissait plus seulement de me protéger légalement, il s'agissait de découvrir la vérité absolue. Il s'agissait de savoir, pour ma propre santé mentale, ce que j'avais réellement payé pendant toutes ces années. Les mensonges devaient cesser, et les données étaient le seul moyen de les arrêter. Je vais le faire, dis-je, ma voix remplie d'une nouvelle détermination sinistre. Je vais mener l'audit moi-même ce soir. Michael hocha la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux. Bien. Il vaut mieux que cela vienne de vous. Vous savez ce qu'il faut rechercher. Soyez méticuleux, soyez impitoyable. Traitez cela comme si vous auditiez une entreprise hostile. J'ai quitté son bureau avec une nouvelle mission claire. Il ne s'agissait plus seulement de couper les ponts, il s'agissait d'une comptabilité forensique de ma propre vie. Je suis retourné à mon appartement, pas à mon bureau, et j'ai installé un poste de travail à ma table de salle à manger, le lieu de la bataille de la veille. J'ai envoyé un email formel et rédigé légalement par Michael à la dernière adresse email connue de mes parents, demandant des relevés bancaires complets pour les 36 derniers mois pour les comptes sur lesquels mes fonds avaient été déposés, invoquant la nécessité d'une documentation juridique à des fins fiscales. C'était une demande qu'il ne pouvait pas facilement refuser sans éveiller les soupçons. Alors que les premiers fichiers PDF commençaient à arriver dans ma boîte de réception quelques heures plus tard, signe de leur propre panique et de leur soumission, j'ai senti une détermination sinistre s'installer en moi. J'étais un analyste. Je suivais l'argent.
C'est ce que je faisais dans la vie. Et maintenant, j'étais sur le point de retourner l'outil le plus puissant de mon arsenal professionnel contre le plus gros mensonge de ma vie personnelle. J'ai commencé à trier les données, page après page, ligne par ligne. Paiement hypothécaire à Wells Fargo, chèque encaissé, facture de service public à Eversource, prélèvement automatique, tout semblait correspondre à ce que j'attendais. Mais ensuite, environ 1 heure après le début de la plongée en profondeur, j'ai commencé à remarquer les anomalies, les signaux d'alarme. Parmi les dépenses importantes et prévisibles, il y avait de petites dépenses étranges, une série de paiements, généralement entre 50 et 100 $, effectués à des processeurs de paiement tiers avec des noms fades et génériques que je ne reconnaissais pas. Des sociétés comme Global Pay Service, NetTransact ou Secure Pay Solutions. Ils étaient fréquents, parfois 2 ou 3 fois par semaine, toujours à des heures impaires de la nuit. Ils n'étaient liés à aucune facture que je connaissais ni à aucun magasin que je reconnaissais. Sur le plan professionnel, c'étaient des signaux d'alarme criards. Il s'agissait de paiements structurés conçus pour passer inaperçus, suffisamment petits pour ressembler à une dépense mineure et insignifiante, un dîner au restaurant, quelques achats en ligne. Mais quand j'ai démarré un onglet séparé sur ma feuille de calcul et que je les ai additionnés sur les 3 ans, le total était choquant. Il était supérieur à 15 000 $. Un œuf froid et dur de suspicion s'est formé au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement une comptabilité bâclée. Ce n'était pas ma mère qui achetait trop de choses sur Amazon. C'était délibéré. C'était caché. Mon père s'était toujours plaint d'être fauché, de la façon dont il s'en sortait à peine même avec mon aide substantielle, mais ces données dures et irréfutables, racontaient une histoire très différente. L'argent s'échappait, étant systématiquement détourné dans les ombres numériques. Je ne savais pas encore à quoi cela servait, mais je savais, avec la certitude d'un professionnel qui avait déjà vu ce genre de schéma dans des audits d'entreprise, que j'étais sur le point de découvrir une vérité bien plus grande et plus laide que le simple favoritisme et le ressentiment. J'avais entrouvert la porte, et maintenant je devais la défoncer et voir ce qu'il y avait de l'autre côté. La première vague officielle des retombées a frappé samedi matin. Elle est arrivée non pas sous la forme d'un appel téléphonique, mais sous la forme d'une notification stérile et automatisée de la compagnie d'électricité. J'étais en copie conforme sur l'email envoyé à l'adresse de mon père, paiement en retard. Votre service risque d'être déconnecté. Cet email a été le coup d'envoi d'un assaut émotionnel à grande échelle. Mon téléphone, qui avait été d'un calme béat, a éclaté en une symphonie frénétique de vibrations et de sonneries. C'était une attaque clairement coordonnée, un mouvement de tenaille de culpabilité et de rage. Tout d'abord, ma mère. Son numéro était bloqué, mais ses messages vocaux arrivaient toujours. Sa voix était une performance tremblante et théâtrale d'une femme au bord de l'effondrement. Ryan, c'est ta mère. La compagnie d'électricité vient d'envoyer un dernier avertissement. Que as-tu fait? Est-ce que tu nous fais vraiment ça? Quelques minutes plus tard, un autre. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi cruel. Ton père et moi n'avons pas d'argent. Nos lumières vont être coupées. Tu veux qu'on gèle? Et le crescendo, ma tension artérielle est au plus haut. Je me sens faible. Le médecin a dit que tout stress important est très mauvais pour ma condition. Est-ce que tu essaies de tuer ta propre mère pour une petite dispute? Puis mon père. Il n'a pas envoyé de SMS. Il n'a pas laissé de messages vocaux suppliants. Il a laissé un seul message, et c'était de la rage pure et distillée. Petit serpent, sa voix crépitait d'une fureur presque inhumaine. Tu crois que tu peux juste couper nos lumières depuis ta tour d'ivoire? Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Tu regretteras ce jour toute ta vie. J'ai calmement enregistré le message vocal et j'ai transféré le fichier audio à Michael avec l'objet « Documentation ». L'attaque ne s'est pas limitée à mes parents. Les singes volants ont été déployés. Ma tante Suzanne, la sœur de ma mère, a envoyé un SMS cinglant « Je viens de raccrocher avec ta mère, qui est hystérique. Je n'arrive pas à croire que tu traites tes propres parents de cette façon après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Ils se sont sacrifiés pour que tu puisses aller dans cette école chic. Vous êtes une honte pour cette famille. Vous avez brisé le cœur de votre mère. » J'ai lu ça, pris une capture d'écran et je l'ai envoyé à Michael. Encore une documentation. Le récit qu'il construisait était clair, j'étais le fils ingrat et cruel, et ils étaient les victimes aimantes et sacrificielles. Jason a été le dernier à s'engager. Ses SMS étaient plus confus que colériques, signe qu'il était pris entre deux feux, que toute sa vision du monde commençait à s'effondrer.
Maman vient de m'appeler en pleurant hystériquement. Tu les as vraiment coupés de tout? Tu dois m'appeler. Il faut qu'on en parle. Je les ai tous ignorés. J'étais plongé au cœur de mon audit, et le tableau qui se dessinait devenait de plus en plus sombre et inquiétant à chaque transaction que j'analysais. Les petits paiements étranges étaient un drainage constant et régulier du compte. C'était l'équivalent financier d'une lente hémorragie secrète. J'ai commencé à faire des recherches approfondies sur les noms des processeurs de paiement. La plupart étaient des sociétés fantômes enregistrées à des boîtes postales dans le Delaware, mais quelques-unes des plus grandes, celles qui traitaient des milliers de dollars au fil du temps, remontaient à des serveurs et à des enregistrements de sociétés à Malte, à Gibraltar et à Curaçao, des plaques tournantes notoires pour une industrie spécifique et peu réglementée. Le monde à l'extérieur de mon appartement continuait de s'effondrer. Le lundi matin, j'ai décidé que je devais aller au bureau. J'avais envie de normalité, de structure, du sentiment d'être compétent et en contrôle. Je traversais le hall imposant au sol de marbre de mon immeuble lorsque mon téléphone a sonné. C'était le poste de sécurité de la réception. Monsieur Morgan, bonjour. Il y a un Harold Morgan en bas qui demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous et ne figure pas sur la liste des visiteurs. Mon sang s'est glacé. Il avait amené le combat sur mon territoire. Ne le laissez monter sous aucun prétexte, ai-je dit, d'une voix basse et ferme. Nous l'en avons déjà informé, monsieur. Eh bien, il fait un peu de scène. Je me suis dirigé vers le poste de sécurité principal où un agent regardait les écrans. J'ai regardé l'écran du hall C, et il était là, mon père. Son visage était rouge et tacheté de fureur, et il criait sur un grand agent de sécurité qui avait l'air profondément ennuyé. Il avait l'air petit et pathétique et complètement déplacé sous les plafonds de 10 mètres de haut et parmi les hommes et les femmes dans leurs costumes coûteux. Il m'a repéré de l'autre côté des portes de sécurité, et ses yeux se sont rétrécis en fente de haine pure. Il a sorti son téléphone. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré avec son numéro. J'ai répondu, ma voix glaciale. Tu dois partir maintenant. Tu vas descendre ici et me parler comme un homme, a-t-il grogné dans le téléphone, sa voix assez forte pour que les gens autour de lui l'entendent, ou je vais rester ici toute la journée, et je dirai à chaque personne qui franchira cette porte quel fils bon à rien, ingrat et minable tu es. Soudain, j'ai senti une main calme et ferme sur mon épaule. C'était ma patronne, Jennifer. Elle avait clairement vu l'agitation depuis le hall des ascenseurs. Elle a regardé mon visage pâle et tendu, puis la scène dramatique qui se déroulait sur l'écran de sécurité. « C'est votre père, Ryan ?» a-t-elle demandé, sa voix calme et égale, ne trahissant aucun choc. Je n'ai pu qu'acquiescer, ma mâchoire serrée par une humiliation profonde et brûlante. Elle n'a pas hésité une seconde. C'était une personne qui résolvait les problèmes. Elle a décroché le téléphone de la sécurité interne. Ici Jennifer Caldwell, vice-présidente principale chez Beacon Financial, a-t-elle dit, sa voix adoptant un ton d'autorité absolue. L'homme qui crée des troubles dans le hall principal est en infraction et harcèle l'un de mes employés. Veuillez l'informer que s'il ne quitte pas les lieux immédiatement, nous considérerons cela comme un acte hostile et nous appellerons la police de Boston pour le faire expulser. Elle a raccroché et m'a regardé, ses yeux s'adoucissant avec une lueur de sympathie. Montez au bureau, Ryan. Je vais m'assurer que ce soit réglé, et s'il vous plaît, prenez le reste de la journée si vous en avez besoin. Les problèmes de famille sont difficiles. Votre travail est en sécurité ici. J'étais abasourdi. En ce bref instant, une parfaite inconnue m'avait donné plus de soutien inconditionnel et de reconnaissance professionnelle que ma propre famille ne l'avait fait de toute ma vie. Je me suis retiré dans la sécurité de l'ascenseur, secoué mais aussi étrangement renforcé. Ma vie professionnelle, le monde que j'avais construit pour moi-même, était un sanctuaire, et il n'était pas, et ne serait jamais autorisé à y entrer. L'appel de Jason est venu plus tard dans l'après-midi. Il avait une voix complètement différente, pas en colère, pas confus, juste vaincu. J'ai essayé de raisonner avec eux, a-t-il dit, d'une voix neutre. C'est comme parler à un mur. Maman ne fait que pleurer et parler de sa santé, et papa ne fait que crier sur le respect et la trahison. C'est impossible. Ils sont toxiques. Bienvenue dans ma vie depuis 28 ans, ai-je dit, d'une voix sèche. Écoute, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu es en colère, a-t-il balbutié, l'excuse étant encore étrangère à sa langue, mais les couper complètement. Ils n'ont rien. Ils vont se retrouver à la rue. Ce n'est plus mon problème, Jason,
ai-je dit, d'une voix dure et claire. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que j'ai découvert la semaine dernière que j'ai raté l'achat de mon premier appartement, un endroit pour lequel j'économise depuis que j'ai obtenu mon diplôme, parce que j'ai dû leur donner 900 $ de plus pour une urgence de voiture. Mon rêve, mon avenir ont été mis en suspens pour eux encore une fois, alors j'en ai fini. Il y a eu un long et lourd silence au bout du fil. C'était la première fois que j'articulais ma propre perte à son intention, la première fois que je formulais mon sacrifice en termes d'un rêve concret qu'il pouvait comprendre. Ce n'était pas seulement des chiffres sur un écran, c'était un logement que je n'ai pas pu acheter. Un appartement, a-t-il finalement demandé, d'une voix petite et lointaine. Oui, Jason, un appartement. Pendant que tu te faisais taper dans le dos pour avoir vendu des ballons de football, je payais le toit au-dessus de ta tête et de celle de nos parents quand tu venais nous rendre visite, et je n'ai absolument rien à montrer à part un contrat de location et une boîte de promesses brisées. Il n'avait pas de réponse à ça. Il a juste murmuré, je dois y aller, et a raccroché. La première fissure importante dans l'armure dorée de l'enfant chéri commençait à se montrer. Il avait été forcé de regarder le prix de son propre piédestal. La pièce définitive du puzzle, celle qui allait révéler toute la situation sordide, ne venait pas d'un relevé bancaire, mais de ma propre curiosité professionnelle. J'utilisais les noms de ces mystérieux processeurs de paiement tiers, NetTransact, Global Pay Service, via le logiciel d'évaluation des risques et de conformité de notre entreprise. C'est le même système que nous utilisons pour examiner les investissements potentiels afin de détecter les liens avec la fraude, le blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales. La plupart des noms de sociétés étaient des fantômes, des sociétés écrans conçues pour être anonymes. Mais l'un d'eux, NetTransact, a déclenché une alerte importante. Un drapeau rouge vif est apparu sur mon écran. Le logiciel l'a lié à un réseau complexe de sociétés offshore, toutes détenues et exploitées par la même entité mère, Olympus Casino Group. Olympus Casino, un site de jeux d'argent en ligne. Mon cœur s'est mis à battre si fort contre ma poitrine que j'ai cru qu'il allait se briser. Mes mains tremblaient alors que je tapais le nom du casino dans mon navigateur. La page d'accueil s'est chargée instantanément, une explosion criarde et clignotante de machines à sous en rotation, de tables de poker et de promesses de jackpot qui changent la vie. Et là, tout en bas de la page, en petits caractères, il y avait une liste de leurs partenaires de paiement agréés. NetTransact était le deuxième sur la liste. Tout s'est mis en place avec une finalité écœurante, le secret, les petits paiements réguliers conçus pour éviter d'être détectés, le besoin constant, désespéré et insatiable de plus d'argent. Peu importe ce que j'envoyais, ce n'était pas seulement une mauvaise gestion financière. Ce n'était pas seulement une série d'urgences malheureuses. C'était une addiction cachée et vorace. Mon père, l'homme qui me faisait la leçon sur la responsabilité et le travail acharné, qui critiquait mon emploi de bureau comme n'étant pas réel, avait pris l'argent que j'avais gagné grâce à des années de discipline et de sacrifice, et il l'avait investi dans des machines à sous numériques et des tables de poker en ligne. J'ai ressenti une vague de nausée si intense que j'ai dû m'accrocher au bord de mon bureau. C'était une trahison à une échelle que je n'aurais pas pu imaginer. Il n'avait pas seulement pris mon argent. Il avait pris mon sacrifice, ma bonne volonté, mon devoir filial, mon désir désespéré d'aider, et il l'avait alimenté morceau par morceau dans une machine conçue pour tout prendre et ne rien rendre en retour. Je me suis adossé à ma chaise, la vérité de tout cela s'abattant sur moi comme un linceul de béton. Le jeu était plus grand, plus laid et plus pathétique que je ne l'avais jamais su, et j'avais enfin, la main gagnante. La rage aveuglante que je m'attendais à ressentir, la colère explosive qui, selon moi, allait me consumer, n'est pas venue, du moins pas au début. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est un vide profond et glaçant. C'était le calme anormal qui suit une explosion massive, l'air immobile et lourd de poussière. La découverte de la dépendance au jeu de mon père n'était pas un moment de triomphe. C'était un diagnostic sinistre d'une maladie incurable. Cela expliquait tout. Cela recontextualisait chaque commentaire critique, chaque urgence fabriquée, chaque demande désespérée d'argent au cours des 3 dernières années. C'était la clé qui ouvrait la pièce sombre et cachée au centre du dysfonctionnement de ma famille. Mon père n'était pas seulement un narcissique amer qui favorisait mon frère. C'était un toxicomane désespéré et compulsif, et sa fierté était si pathologiquement tordue qu'il préférait rabaisser et maltraiter émotionnellement le fils qui le sauvait plutôt que d'admettre qu'il avait un problème. Ma mère n'était pas seulement une complice passive et faible. Elle était soit une complice volontaire de la tromperie, soit une imbécile d'une ampleur telle que la distinction importait peu. Je n'étais pas sûr de ce qui était le pire. Je ne l'ai pas appelée.
Je ne suis pas allé en voiture à leur appartement pour lui hurler dessus. J'ai calmement et méthodiquement compilé mes conclusions dans un rapport concis de qualité professionnelle, avec des tableaux, des calendriers et des liens directs vers le site web du casino. Je l'ai joint à un courriel et je l'ai envoyé à Michael avec un simple message de 2 mots dans le corps du texte, « Nous sommes prêts ». La réponse de Michael a été rapide et stratégique. Il a fortement déconseillé un appel téléphonique ou une visite à domicile. Toute confrontation, a-t-il fait valoir, devait être formelle, contrôlée et officiellement attestée pour avoir un poids juridique et pour les empêcher de tordre le récit plus tard. Il a suggéré que nous les convoquions à son bureau, un terrain neutre, une salle de conférence où moi, pour la première fois, j'étais celui qui était en position de pouvoir. Il a envoyé une lettre formelle et intimidante par coursier certifié au nouvel et triste petit appartement de mes parents. C'était un chef-d'œuvre de froideur et d'aisance juridique, indiquant que son client, M. Ryan Morgan, demandait leur présence à une réunion pour discuter de la cessation de tout soutien financier et du règlement final des questions financières en suspens. Il a également inclus une ligne qui recommandait fortement que leur fils, M. Jason Morgan, soit également présent. C'était une invitation enveloppée d'une menace, une convocation qu'ils ne pouvaient absolument pas ignorer. Ils ont accepté, par le biais d'un courriel succinct de Jason, de se réunir le vendredi après-midi. J'ai passé la matinée à me préparer. Je n'ai pas regardé le rapport à nouveau, je l'avais mémorisé. Au lieu de cela, je suis allé courir le long de la rivière Charles, laissant l'air froid me vider la tête. Puis je suis rentré à la maison et j'ai mis mon meilleur costume, un costume de laine anthracite foncé que je gardais pour les réunions avec les clients les plus importants et souvent les plus difficiles de l'entreprise. C'était mon armure. Quand je suis entré dans la salle de conférence de Michael cet après-midi-là, j'étais calme, préparé et armé d'une vérité si indéniable que c'était presque un poids physique dans ma mallette. Ils étaient déjà là, assis recroquevillés ensemble d'un côté de la longue table en acajou poli. Ils avaient l'air petits et déplacés dans la pièce opulente avec sa vue panoramique sur le port de Boston. Mon père essayait d'avoir l'air provocateur, les bras croisés sur la poitrine, mais l'effet était gâché par le tic nerveux dans sa mâchoire. Ma mère avait l'air pâle et nerveuse, se tordant les mains sur ses genoux, ses yeux se promenant dans la pièce, m'évitant. Et Jason était assis entre eux, un bouclier humain, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs sur terre. Il fixait les veines du bois de la table, ses épaules affaissées en signe de défaite. J'ai pris place juste en face d'eux, un geste délibéré pour créer une ligne d'opposition claire. Michael était assis à côté de moi, sa présence calme et autoritaire. « Merci à tous d'être venus », a commencé Michael, sa voix instaurant un ton formel et sérieux qui a immédiatement aspiré l'erreur de la pièce. Nous sommes ici aujourd'hui pour assurer une séparation claire, légale et définitive de tous les liens financiers entre mon client, M. Ryan Morgan, et M. et Mme Harold Morgan. Mon père a ricané, le son fort et abrasif dans la pièce silencieuse. Séparation ? Il nous a jetés à la rue après tout ce que nous avons fait pour lui, l'avoir élevé, l'avoir envoyé à cette école. Ma mère est intervenue, sa voix tremblant d'une fragilité apprise, une performance que j'avais vue 1000 fois. Nous sommes tes parents, Ryan. Comment peux-tu être si froid, si impitoyable ? Ton père pourrait perdre la maison, enfin, nous avons déjà perdu la maison. Nous pourrions nous retrouver à la rue à cause de toi. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés dérouler leur récit bien rodé de trahison et de victimisation. Je les ai laissés jouer leur acte final. J'ai regardé Jason, qui ne s'est pas joint à eux. Il s'est contenté de regarder la table, ses jointures blanches là où il agrippait le bord. Quand ils ont finalement manqué de souffler que leurs accusations sont restées en suspens dans l'air, j'ai ouvert ma mallette. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas montré une once d'émotion. J'ai simplement fait glisser un dossier épais et relié sur la table vers eux. Il a atterri devant mon père avec un bruit sourd et définitif. Ceci, ai-je dit, ma voix aussi neutre et polie que la table, est un audit financier complet des fonds que j'ai transférés sur votre compte au cours des 36 derniers mois. Il totalise 32 400 $ de soutien direct, sans compter les nombreuses urgences comme les réparations de voitures et les factures médicales. Mon père a jeté un coup d'œil à la page de couverture, qui disait simplement audit financier, H&L Morgan, et l'a repoussé du revers de la main. Je ne suis pas intéressé par tes foutus tableaux, Ryan. Je suis intéressé à ce que tu agisses comme un fils. Vous devriez être intéressé, ai-je dit calmement, parce qu'il raconte une histoire très intéressante, une histoire que vous avez travaillé très dur à cacher. Je l'ai regardé directement. Avant d'en venir au tableau, papa,
Pourquoi ne me dites-vous pas, outre l'hypothèque et les factures, où est allé le reste de l'argent? Le supplément que j'ai envoyé, les milliers que vous prétendiez encore qu'il vous manquait, où sont-ils allés? Il m'a regardé en retour, son visage devenant rouge. De quoi parles-tu? Nous sommes vieux, nous avons des dépenses, de la nourriture, des médicaments, des choses que tu ne comprendrais pas, a-t-il tempêté. C'était le dernier mensonge dont j'avais besoin qu'il me dise. Je me suis tourné vers Michael, qui a acquiescé. Il a cliqué sur un bouton de la console au milieu de la table, et le grand écran sur le mur de la salle de conférence, auparavant sombre, s'est animé en bourdonnant. Mon tableur est apparu à l'écran, méticuleusement organisé, codé par couleur et tout à fait accablant. Si vous voulez bien diriger votre attention vers l'écran, s'il vous plaît, ai-je dit, en me levant et en ramassant le pointeur laser sur la console. C'était un geste que j'avais fait 1000 fois dans des salles de conférence, mais cette fois, c'était différent, c'était comme manier une arme. Comme vous pouvez le constater, ai-je dit, ma voix claire et forte, les fonds pour l'hypothèque, les services publics et l'assurance sont tous comptabilisés. Ils sont ici en vert. Mais mon audit a révélé un écart important et constant, un schéma de fuite. J'ai pointé le point rouge vif du laser vers une longue série de lignes mises en évidence dans une colonne distincte. Il y a des paiements récurrents, plusieurs fois par semaine, à plusieurs processeurs de paiement tiers offshore, NetTransact, Global Pay Service, Secure Pay Solutions, et autres. Sur 3 ans, ils totalisent 15 275 $. Ma mère avait l'air complètement désemparée. 15 000 $ pour quoi faire? Nous n'avons rien acheté pour une telle somme, Harold. De quoi parle-t-il? Elle s'est tournée vers mon père, sa voix remplie d'une véritable perplexité. Je ne lui ai pas laissé la possibilité de répondre. J'ai déplacé le pointeur laser vers le haut de l'écran, où j'avais placé une grande image haute résolution du logo que j'avais récupéré sur Internet, le logo tapa accent grave-l'œil, doré et noir, du casino Olympus. Ces sociétés, ai-je dit, ma voix tranchant le silence comme un scalpel, sont des canaux de paiement enregistrés pour ceci, un site international de jeux d'argent en ligne. L'air a quitté la pièce. C'était une chose physique, un vide soudain et écrasant. La main de ma mère s'est portée à sa bouche, ses yeux grands ouverts avec une horreur naissante et écœurante alors qu'elle regardait son mari. Jason a brusquement levé la tête, ses yeux passant rapidement de l'écran au visage de son père, son expression un masque de pure incrédulité et de dégoût brut. Et mon père, il s'est juste dégonflé comme un pneu crevé. La couleur a disparu de son visage, le laissant d'un gris pâle et maladif. Le défi, la colère, la fanfaronnade, tout a disparu en un instant, laissant derrière lui un vieil homme creux et terrifié. Il fixait l'écran, la preuve indéniable et documentée de sa vie secrète, et pour la première fois depuis que j'étais un petit enfant, il n'avait absolument rien à dire. Il était exposé entièrement et complètement, non seulement devant le fils qu'il avait rabaissé, mais devant l'enfant chéri qu'il avait idolâtré et la femme qu'il avait trompée. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Un bruit d'avalé étrange et étranglé s'est échappé de sa gorge, puis ses larges épaules ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Il a enfoui son visage dans ses mains, et un sanglot sec et déchirant, le son d'un homme complètement brisé, a résonné dans la salle de conférence stérile et silencieuse. C'était fini. Les mensonges, la manipulation, les années de maltraitance émotionnelle, tout abattu par un tableur et un pointeur laser. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je n'ai ressenti aucune joie. J'ai juste ressenti la profonde et lancinante tristesse d'une vérité qui était plus laide que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai regardé Michael, qui m'a fait un léger signe de tête imperceptible. La réunion était terminée. J'ai ramassé ma mallette, mes mouvements nets et efficaces. Michael contactera votre conseiller juridique concernant toute autre procédure, ai-je dit à personne en particulier, ma voix un monotone plat. Je crois que nous en avons terminé ici. Je suis sorti de la pièce sans me retourner, laissant les ruines de ma famille résonner dans le silence écrasant derrière moi. Les jours qui ont immédiatement suivi la réunion ont été définis par un silence profond et inquiétant. Les messages vocaux de colère, les SMS manipulateurs, les accusations de la famille élargie, tout s'est arrêté. C'était comme si la vérité brutale et indéniable révélée dans cette salle de conférence avait agi comme un herbicide puissant, tuant les racines de leur tromperie et ne laissant que des terres arides. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, et je n'avais aucune envie de les contacter. Il n'y avait absolument plus rien à dire. La première personne dont j'ai eu des nouvelles a été Jason, environ une semaine plus tard. Il a appelé, et sa voix était presque méconnaissable.
Elle était assourdie, dépouillée de son habituelle confiance facile et charmante. C'était la voix de quelqu'un qui avait été humilié. Et, a-t-il dit, le mot sonnant petit et hésitant. Et. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration à l'autre bout du fil. Je voulais juste te dire que je suis désolé, a-t-il marmonné. Les mots sonnaient étrangement sur sa langue, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait jamais apprise. Et je ne veux pas dire désolé pour eux. Je veux dire, je suis désolé pour moi, pour avoir été si stupide, pour ne jamais l'avoir vu, pour n'avoir jamais voulu le voir. Ça va, Jason, ai-je dit, et à ma propre surprise, j'ai réalisé que je le pensais. Il était un produit du même système brisé et toxique que moi. Il se trouvait juste qu'il avait le ticket de loterie gagnant. Il avait été conditionné pour son rôle, tout comme j'avais été conditionné pour le mien. Non, mec, ça ne va pas, a-t-il insisté, sa voix gagnant un peu d'énergie de son propre autoflagellation. Mais je comprends maintenant. Je le vis. J'ai dû co-signer un bail pour eux sur cet appartement minable et déprimant d'une chambre à River. Je le paie sur mes propres économies, et c'est l'enfer, Ryan. C'est un enfer vivant. Chaque jour, c'est maman qui pleure sur la façon dont sa vie est ruinée et comment il a pu lui faire ça, ou c'est papa qui reste assis dans le noir à fixer le mur, sans parler à personne. Et ils me regardent tous les deux. Ils me regardent pour que je répare tout, et je n'ai aucune idée de comment faire. Je pouvais entendre l'épuisement brut et la panique montante dans sa voix. L'enfant chéri ressentait enfin le vrai poids de sa couronne, et il découvrait qu'elle était faite de plomb. Maintenant tu sais, ai-je dit doucement, sans aucune pointe de « je te l'avais dit ». Ouais, a-t-il dit, sa voix se brisant un peu sous le poids de tout cela, maintenant je sais. Cet appel téléphonique a été le début d'une nouvelle relation, hésitante, entre nous. Il a commencé à m'appeler régulièrement, non pas pour de l'argent, mais pour des conseils. Comment gérer maman quand elle se met à pleurer pour obtenir ce qu'elle veut? Que dire quand papa m'accuse de le juger? Pour la première fois, nous n'étions plus l'enfant chéri et le bouc émissaire, nous étions juste des frères, deux gars essayant de naviguer dans l'épave toxique de notre éducation. J'ai également ajouté une nouvelle scène ici quelques semaines plus tard, Jason m'a appelé, sa voix crispée par une nouvelle couche de colère, je lui ai demandé, a-t-il dit sans préambule, j'ai demandé à maman si elle était au courant des jeux d'argent. Il y a eu une pause. Elle a essayé de le nier au début, jurant qu'elle n'en avait aucune idée, mais j'ai insisté, Ryan, j'ai vraiment insisté, et elle a fini par l'admettre. Elle le savait, peut-être pas à quel point c'était grave, mais elle savait qu'il jouait en ligne, elle savait que de l'argent disparaissait, et elle l'a aidé à le cacher, elle l'a aidé à mentir à tout le monde, à toi, à moi. La trahison dans sa voix était crue. La prise de conscience que le récit de victime que sa mère avait si soigneusement élaboré n'était qu'un autre mensonge avait brisé les dernières de ses illusions. Ce fut un éveil brutal mais nécessaire pour lui. Quant à moi, j'ai commencé le lent et difficile processus de guérison. J'ai suivi les conseils de Michael du premier jour et j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Il m'a recommandé une femme pragmatique d'une cinquantaine d'années nommée Dr. Collins. Lors de notre première séance, elle a écouté toute mon histoire, et quand j'ai eu terminé, elle m'a regardé et m'a dit quelque chose qui m'est resté, Ryan, vous avez passé toute votre vie à auditionner pour un rôle dans une pièce qui n'allait jamais vous engager. La chose la plus puissante que vous ayez faite est de quitter la scène. Elle m'a aidé à déballer les années de bagages émotionnels, la culpabilité profondément ancrée, le besoin désespéré de l'approbation de mon père. Elle m'a aidé à voir que c'était une cage que j'avais aidé à construire autour de moi, et que j'étais le seul à détenir la clé. Avec l'argent que je ne versais plus dans le trou noir de l'addiction et de la tromperie de mes parents, j'ai commencé à investir en moi-même. Je n'ai pas acheté l'appartement tout de suite. L'idée d'un prêt immobilier, d'être lié, me semblait encore trop lourde. Au lieu de cela, sur les conseils du docteur Collins, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai fait un voyage, un vrai. J'ai utilisé mes congés payés accumulés et je me suis envolé pour l'Italie pendant 2 semaines. J'ai marché à travers les anciennes ruines de Rome, ressentant un sens de l'histoire qui éclipsait mes propres petits problèmes. J'ai mangé des pâtes fraîches dans une petite trattoria à Florence et j'ai bu du vin qui avait le goût du soleil. J'ai parcouru les sentiers à couper le souffle des 5 terres, en regardant le bleu impossible de la mer Ligure. J'ai tout fait seul. C'était la première fois de toute ma vie d'adulte que je faisais quelque chose uniquement pour ma propre joie, sans les besoins, les désirs ou les urgences de personne d'autre. Et dans cette belle solitude, j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même.
Quand je suis revenu à Boston, je me suis senti renouvelé, plus léger. J'ai rejoint le programme de bénévolat en littératie financière dont je faisais partie avant que les problèmes de ma famille n'aient consumé chaque moment de ma vie. Nous aidions les jeunes adultes qui sortaient du système de placement familial à apprendre à établir un budget, à épargner et à bâtir leur crédit. C'était bon, significatif, d'utiliser mes compétences professionnelles pour autonomiser les personnes qui, comme moi d'une certaine manière, n'avaient pas de filet de sécurité familiale sur lequel se rabattre. C'est là que j'ai rencontré Alex. Elle était une autre bénévole, une graphiste indépendante avec un sourire rapide et facile et un rire qui vous donnait envie de rire avec elle même si vous ne connaissiez pas la blague. Nous avons tissé des liens un samedi après-midi autour de notre frustration commune face aux pratiques prédatrices des sociétés de cartes de crédit et de notre amour mutuel pour un café indépendant local. Nos conversations étaient faciles, fluides et pleines de respect mutuel. Elle s'intéressait à mes pensées sur le cinéma, à mes tentatives désastreuses de cuisine, à ma passion pour mon travail. Elle ne m'a jamais demandé ce que je pouvais faire pour elle. Elle était simplement sincèrement intéressée par qui j'étais. C'était un sentiment nouveau et merveilleux et légèrement terrifiant. Nous avons commencé par un café après le bénévolat, qui s'est transformé en dîner la semaine suivante, qui s'est transformé en une routine confortable et heureuse. Un samedi vif, environ 6 mois après ce Thanksgiving fatidique, je quittais le centre de bénévolat avec Alex, riant de quelque chose de stupide, quand j'ai vu une silhouette familière attendre avec hésitation de l'autre côté de la rue. C'était mon père. Il avait l'air 10 ans plus vieux. La colère et la fanfaronnade avaient disparu, remplacées par une tristesse profonde et lasse qui semblait tirer tout son corps vers le bas. Il était plus mince et se tenait avec une sorte de fragilité hésitante, comme si un vent fort pouvait le renverser. Il ne s'est pas approché de moi, il s'est juste tenu là sur le trottoir, attendant, un fantôme d'une autre vie. Alex l'a vu, puis a vu le changement sur mon visage. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. « Je crois que oui » ai-je dit. « Tu peux me laisser une minute ?» Elle m'a serré la main et a hoché la tête, reculant pour me laisser de l'espace. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid me piquant les poumons, et j'ai traversé la rue. « Papa » ai-je dit, ma voix neutre. « Ryan » a-t-il dit. Sa voix était rauque, et il ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il fixait juste le trottoir fissuré. « La banque, ils ont pris la maison la semaine dernière. »« C'est officiel. »« Je sais » ai-je dit. Jason me l'a dit. Nous sommes restés dans un silence maladroit et pesant pendant un long moment. Puis il a finalement trouvé le courage de lever les yeux vers moi. Ses yeux étaient rougis et vides. « Je suis dans un programme » a-t-il dit doucement, les mots lui coûtant un effort immense. « Joueur anonyme. J'y vais depuis 4 mois. C'est dur. Je suis content d'entendre ça » ai-je dit. C'était tout ce que je pouvais offrir. C'était la vérité. Il a hoché la tête, avalant difficilement une émotion qui menaçait de le submerger. « J'ai tout ruiné » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « Je le sais. J'étais tellement fier, Ryan, trop fier pour admettre que j'échouais, que j'étais un échec. C'était plus facile de te repousser, de faire de toi le problème, de faire de ton succès la raison de ma misère. C'était la fuite d'un lâche. J'étais un lâche. Je suis tellement désolé. » Il m'a regardé, ses yeux suppliants, et pour la première fois de toute ma vie, j'ai vu un remords sincère et sans fard dans ses yeux, pas de l'apitoiement sur soi, pas une nouvelle manipulation, juste la vérité douloureuse et dépouillée de son propre échec colossal. Ce n'était pas une solution magique. Cela n'effaçait pas les années de blessures, les sillons profonds de ressentiment creusés dans mon âme. Mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était un début. « Prends soin de toi, papa » ai-je dit, et sur ce, je me suis retourné et j'ai traversé la rue vers Alex, vers ma nouvelle vie, le laissant à son propre long et difficile voyage de reconstruction. J'avais le mien sur lequel me concentrer maintenant. 1 an après le Thanksgiving qui a tout changé, l'air de mon appartement était rempli d'un parfum différent. Ce n'était pas l'odeur lourde et oppressante d'un espoir désespéré et anxieux. C'était l'arôme léger, facile et délicieux de pain à l'ail grillant au four et d'une riche sauce tomate mijotant sur la cuisinière. Le son n'était pas le silence tendu et cassant d'une famille attendant d'imploser, mais le bourdonnement chaleureux et chevauchant de rires faciles, de conversations animées et du cliquetis des verres à vin. C'était une pendaison de crémaillère pour ma maison, mon appartement, celui de l'annonce immobilière, celui avec le balcon en fer forgé donnant sur une rue calme et bordée d'arbres à Brooklyn. Je l'avais acquis il y a 2 mois.
Chaque meuble, chaque livre sur les étagères, chaque tableau sur les murs était quelque chose que j'avais choisi, quelque chose que j'avais gagné. C'était mon sanctuaire. J'ai regardé autour de la pièce, un verre de vin rouge à la main, et j'ai ressenti un sentiment de contentement si profond et pur qu'il était presque accablant. Ethan racontait une histoire bruyante et terriblement exagérée près du comptoir de la cuisine à un groupe d'amis de mon travail, qui riaient tous à gorge déployée. Alex était debout à côté de moi, sa main reposant confortablement sur le bas de mon dos, son sourire illuminant tout son visage pendant qu'elle parlait à l'un des autres bénévoles du centre d'alphabétisation. C'était une pièce remplie de gens qui me connaissaient, le vrai moi, et qui m'aimaient quand même. Puis la sonnette a retenti. Je l'ai ouvert, et mon cœur a fait un petit soubresaut heureux. C'était Jason et Megan. Ils tenaient une bouteille de bon vin, et plus important encore, ils se tenaient la main. Jason avait fait l'impossible. Il avait passé l'année dernière à faire le travail difficile et douloureux. Il était allé lui-même en thérapie. Il avait établi des limites fermes, difficiles et souvent explosives avec nos parents. Il avait appris à séparer leurs besoins des siens, et ce faisant, il avait montré à Megan qu'il construisait sa propre vie, et pas seulement qu'il gérait l'épave de la leur. Le chemin avait été long et brutal, mais ils s'étaient retrouvés, leur relation reconstruite sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. L'endroit est incroyable, mec, a dit Jason, m'attirant dans une accolade rapide et sincère, exemple de la maladresse et du ressentiment qui avait défini notre relation pendant des décennies. Sérieusement, je suis fier de toi. Ce mot, fier, venant de lui, était plus significatif qu'il ne l'aurait jamais été venant de notre père. Merci d'être venu, ai-je dit, ma voix étouffée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Megan m'a donné une chaleureuse accolade. C'est une personne différente, Ryan, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Vous l'êtes tous les deux. Merci d'avoir ouvert la voie. Plus tard dans la soirée, je me suis tenu sur mon balcon, l'air frais de la nuit sur mon visage, en regardant le joyeux chaos de ma vie se dérouler à travers la porte vitrée. Alex est sorti et m'a rejoint, me tendant un nouveau verre de vin. Heureux, a-t-elle demandé, sa tête reposant sur mon épaule. Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être, ai-je dit, et c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. J'ai pensé aux 32 000 $ pendant longtemps après la confrontation. Je l'avais considéré comme le coût de la trahison de ma famille, une dette de douleur et de tromperie que je ne récupérerai jamais, un investissement avec un rendement nul. Mais me tenant là dans ma propre maison, une maison que j'avais gagnée 2 fois, entourée de gens qui me voyaient, qui m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir, j'ai réalisé que je m'étais trompé de perspective. Ce n'était pas une perte. C'était l'investissement le plus important, et finalement le plus rentable, que j'ai jamais fait. C'était le prix que je devais payer pour racheter ma propre vie. C'était le coût de ma liberté. Et me tenant là avec les lumières de la ville scintillant devant moi et la chaleur d'une bonne femme à mes côtés, je savais de tout mon être que cela valait chaque centime. J'ai pris une gorgée de vin, l'avenir me semblant aussi clair et brillant que les étoiles au-dessus, et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me suis senti vraiment, complètement et paisiblement chez moi. Merci d'avoir écouté mon histoire, j'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix drastique et douloureux pour revendiquer votre propre paix et votre propre avenir? Je serais honoré de lire vos expériences, veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre.